Donc cette soirée autour de Françoise Huguier a lieu dans le cadre des années croisées France-Corée, sur lesquelles il y a aussi une autre programmation qui a eu lieu à la Cité. Merci Valérie Gelezo. Je commencerai tout de suite par vous présenter tous les trois. Françoise Huguier, beaucoup d'entre vous la connaissent sans doute, a démarré sa carrière de photographe en 1976 avec des reportages sur le monde du cinéma, de la politique, de la culture, de la mode. Et elle a commencé un travail personnel en parallèle à travers ses voyages à travers le monde. Elle s'intéresse aussi au sujet de la mode. Un livre intitulé Sublime, paru en 1999 chez Actes Sud, est le fruit de ce travail sur la mode qui a duré de 80 à 96 et qui reste sans doute un sujet d'intérêt pour Françoise. Sa passion pour l'Afrique l'a emmenée en 1989 sur les pas de Michel Leiris pour l'ouvrage qu'elle réalise en 1990 sur les traces de l'Afrique fantôme. Elle est lauréate de la Villa Médicis hors les murs. En 1994, Françoise Huguier crée la première biennale de la photographie de Bamako, au Mali. Elle retourne au Burkina Faso et au Mali pour photographier l'intimité des femmes africaines, un travail qui est publié en 1996 sur le titre de « Secrète ». Elle se rend aussi durant plusieurs années en Afrique du Sud et elle expose son travail qui s'intitule « À l'extrême » en 1998 à la Maison européenne de la photographie. Ses voyages l'entraînent aussi en Sibérie, où elle réalise le journal de bord d'un voyage solitaire qui s'intitule « En route pour Bering », publié en 1993. Cet ouvrage, c'est un ouvrage qui est publié et pour lequel elle est à nouveau lauréate de la Villa Médicis hors les murs. Et cet ouvrage reçoit également le prix du World Press Photo. De 2000 à 2007, Françoise Huguier séjourne dans des appartements communautaires de Saint-Pétersbourg. Elle y réalise des photographies et un film documentaire long-métrage, Communalka. Ce travail est exposé en 2008 aux Rencontres de la photographie d'Arles, publié sous le titre de Communalki, et il est exposé dans une nouvelle version en 2010-2011 dans le cadre du Mois de la photo à Paris, à Alger et à Bogota. En 2004, Françoise retourne au Cambodge après une absence de 50 ans. Un livre, J'avais 8 ans, retrace son histoire et ce travail fait l'objet d'une nouvelle exposition aux Rencontres d'Arles. Toujours en Asie, lors d'une résidence à Singapour en 2009, elle travaille sur un projet sur les classes moyennes. Les images sont l'objet d'une exposition à Singapour dans le cadre du Mois de la photo. Ce travail est primé en 2011 par l'Académie des Beaux-Arts. On se souvient d'une rétrospective du travail de Françoise Huguier à Paris en 2014 à la Maison européenne de la photographie, une exposition qui s'intitulait « Pince-moi, je rêve ». Parallèlement à son activité de photographe, Françoise Huguier est commissaire d'exposition et de biennale, la Biennale de Bamako, le Mois de la photo à Paris, la Biennale de Luang Prabang. Le musée du Quai Branly lui a confié la direction artistique de Photoquai pour l'édition 2011. Photoquai, je rappelle, est la 3e biennale des images du monde. Et donc, dans le cadre des années croisées France-Corée, Françoise Huguier, qui avait photographié Séoul en 1982, y est retournée en résidence en 2014 et 2015 pour une création photographique contemporaine sur les bouleversements de la société séoulienne, donc, que nous verrons dans quelques instants. Cette œuvre intitulée « L'élégie de la traversée » est actuellement présentée au musée de l'histoire de la ville de Séoul et au pavillon du Carré de Baudouin à Paris à la fin de l'année. D'accord. Au mois de septembre, donc. Valérie Gelezo est géographe. Elle est maîtresse de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales. Elle est membre de l'UMR Chine-Corée-Japon et membre du Centre de recherche sur la Corée qu'elle a dirigé de 2008 à 2013. À partir de l'expérience des habitants, elle questionne la société coréenne contemporaine, notamment dans son rapport à l'espace, à Séoul, dans les villes nouvelles, à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Elle a publié notamment sur ces questions Séoul, ville géante, cité radieuse, aux éditions du CNRS, Séoul Mégapole, aux éditions Autrement, en 2011, et des Bordering Korea avec Alain Delissen et Cohen des Suster en 2013, un livre plus récent.
Sur la question du développement des grands ensembles d'appartements à Séoul, son ouvrage en coréen, vous l'avez écrit en coréen ou... C'est une traduction d'une nouvelle version du livre original, parce qu'on ne peut pas parler de la même manière des grands ensembles en France et en Corée. D'accord. Son ouvrage donc en coréen pour qu'il soit donc compréhensible sur des notions très particulières donc à la Corée dont vous nous parlerez aux éditions Humanitas en 2007. Donc cet ouvrage a été distingué comme une référence en sciences sociales par le ministère de la Culture de la Corée du Sud en 2007. Depuis 2016, elle travaille dans une perspective comparée sur les cultures urbaines des deux Corées. Elle est responsable de l'axe de recherche Capitale coréenne au Centre de recherche sur la Corée. Elle a été lauréate du prix culturel France-Corée en 2008 et elle est membre honoraire de l'Institut universitaire de France, dont elle a été membre junior entre 2007 et 2012. Sur tous ces sujets et sur celui de l'esthétique, parce que vous avez consacré votre thèse à des questions liées à l'esthétique. Vous nous en parlerez, non ? Ma thèse portait sur le développement des grands ensembles à Séoul, justement, sur ce qu'on voit sur cette photo de Françoise derrière les appartements. Voilà. Pardonnez-moi. Donc, sur tous ces sujets, elle a publié bien sûr de nombreux ouvrages et de très nombreux articles. Hervé Le Goff, vous avez commencé par des études d'architecture, donc vous êtes ici encore plus le bienvenu, à l'École des Beaux-Arts de Paris, puis des études de cinéma à l'École de la rue de Vaugirard et à Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Et vous êtes devenu professeur de photographie à l'Institut français de photographie dans les années 70. Donc vous enseignez de longue date. Vous êtes professeur à l'École Eiffet à Paris depuis 75 et toujours maintenant. Donc toujours, ouais. Une fidélité. Il a également enseigné, vous avez également enseigné à l'Université Paris-Descartes, à l'École nationale supérieure Louis Lumière, à l'Université de l'océan Indien de Saint-Denis de la Réunion. Depuis 1972 et parfois sur le pseudonyme de Gilles Lahire, Hervé Le Goff collabore comme journaliste et critique à de nombreuses revues, l'Officiel de la photo et du cinéma, Le Photographe, Photojournal, Zoom, Photographie, Photomagazine, etc., L'Événement du jeudi, Les Inrecuptibles, Télérama, etc., etc. Et il collabore à l'Encyclopédie Universalis et La science au présent depuis 1999. En 1998, il a co-organisé le mois de la photo à Beyrouth. Il est le modérateur des grandes rencontres du Salon de la photo à Paris depuis 2008. Il est responsable de la rubrique événements culture du magazine Chasseur d'images, membre de plusieurs jurys dont le prix Niepce et la Bourse du Talent. Et depuis les années 80, il a publié de très nombreux ouvrages sur la photographie en général, des monographies de photographes contemporains et contribué à de nombreux catalogues d'expositions. Je vous laisse la parole à tous les trois et donc on va directement commencer par la première projection. Merci. Oui. Alors, l'écolathèque, je vais parler pendant les photos et après. Alors, l'écolathèque, au départ, ça vient du mot Coca-Cola. Et au départ, c'était pour les jeunes. C'est des discothèques où on ne vend pas d'alcool, enfin, il n'y a pas d'alcool, et qui ne sont pas très chères. Et puis, les jeunes à l'arrivée de la K-pop, ont déserté ces colathèques. Et maintenant, ça a été pris par les vieux, c'est-à-dire entre 70 ans et 90 ans. Donc, il y en a quelques-unes dans Séoul. Ça correspond un peu à ce qu'on avait avant, c'était le balajo. Alors, ce qui est important, c'est qu'ils sont hyper sapés. Hein. Ils changent. Moi, j'ai un ami, le monsieur que vous avez vu avec la chemise de couleur, il change de vêtements tous les jours et de costumes tous les jours. Alors, ils sont en couple, ils dansent une musique sur une musique qui s'appelle la trotte musique, que Valérie vous expliquera, qui est une musique pas vraiment langoureuse, mais avec un beat assez spécial.
Et moi, je dois dire que j'ai été assez frappée quand je suis rentrée dans cette salle où il y a 200 couples qui dansent en ligne comme ça. Et je crois que j'ai eu quand même le choc. Cette photo, c'est le patron. Et là, il y a aussi... Bon, ça, c'est un travesti, c'est un quartier. Le Dream Palace se trouve dans un quartier qui s'appelle Jonquenot et qui était connoté travesti pendant un certain nombre d'années, homosexuel, qui est un peu disparu quand même. Donc là, vous pouvez voir qu'ils sont hyper sapés. Et alors, ils sont en couple, mais ils ne sont pas forcément avec leurs femmes. Hein. Ils sont souvent avec leurs lovers. Et ils dansent toute la journée. Voilà. Alors, par rapport au Colatec, donc c'est la vieille génération. Moi, j'ai voulu faire la vieille génération qui a quand même construit la Corée. Hein. Et moi, j'ai voulu faire le pendant, qui a construit la Corée aussi. Mais c'est le système américain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retraite. Ou alors, il faut cotiser. Et là, quand vous n'avez pas cotisé, il y en a beaucoup qui finissent soit dans des petites chambres, dans des quartiers un peu paumés, soit dans les bidonvilles. Il y a 2 bidonvilles à Séoul. Donc c'est un travail que j'ai voulu faire en argentique, en noir et blanc. Et là, ce bidonville qui est au sud de Séoul, il y a 2000 personnes. Alors la présence des croix, c'est non seulement dans les nuits de Séoul où il y a des croix rouges partout, mais la présence des églises est très très importante. Et d'ailleurs, la dame que vous venez de voir, elle a le Nouveau Testament, et ce qui l'aide justement à vivre dans 4 mètres carrés. Merci Françoise. Alors, Aude m'a chargée du difficile travail de un peu contrôler, parce qu'on a 6 séries, donc Françoise a préparé vraiment 6 séries très cohérentes sur son travail. Et donc, on a décidé que à chaque fois, Hervé Le Goff commencerait à réagir et poser des questions, qu'on aurait un petit débat et qu'on réserverait donc vos questions pour la fin de l'ensemble des 6. Comme ça, vous aurez une vue un petit peu générale de ce travail. Donc voilà, ne soyez pas frustrés si à chaque... je terminerai le débat en lançant la nouvelle série. Voilà. Voilà, bonsoir Françoise. La première question qui me vient, et qui intéresse peut-être nos amis présents, c'est savoir comment vous arrivez en Corée, vous choisissez tel ou tel sujet, qu'est-ce qui vous touche particulièrement, par exemple dans la Colatec, dans le phénomène de la Colatec, et parallèlement celui des bidonvilles, qui sont 2 extrêmes quand même. Un extrême, enfin un côté très ludique, qui est ce côté drague, pimpant, et puis ce côté tragique où on voit les mêmes personnes de la même génération qui finissent leur vie dans des conditions tout à fait déplorables. La Colatec, j'en avais entendu parler par une personne qui vit en Corée, que vous m'aviez indiqué d'ailleurs, qui vit en Corée depuis très longtemps. Il m'avait parlé de ça. Et donc j'ai cherché un peu, j'ai pas trouvé au départ. Mais là où j'habitais dans le quartier de Jonquenot, qui était un ancien quartier. Et là, il y avait des tailleurs avec des costumes, comme vous avez vu, que portent ces messieurs, et des chemises absolument incroyables. Donc je suis rentrée, c'est souvent comme ça, les photographes font souvent comme ça. Donc je suis rentrée chez lui et je lui ai dit, mais vos costumes, alors il m'a dit, moi je fais de la haute couture en costume, bon, d'accord. Et donc je lui ai dit, mais vous faites les costumes pour qui? Il m'a dit, pour les gens qui vont dans les Colatec. Ah bah j'ai dit, bah voilà, formidable. Alors je lui ai dit, mais il y en a un. Il m'a dit, écoutez, je vous emmène cet après-midi au Dream Palace, et qui est effectivement à côté, qui est dans le quartier de Jonquenot. Et là, je suis arrivée, comme je l'ai dit, j'ai eu un choc parce que je suis arrivée dans une salle de 100 personnes avec des petites toupiottes partout, des boules à facettes et tous les gens en rang qui sautinaient comme ça sur la trotte musique. Donc j'ai vraiment eu un choc. Et puis au départ, donc évidemment, quand j'arrive, je suis polie, donc j'ai demandé qui était le patron. Et on m'a dit, c'est le monsieur, j'ai essayé de la rencontrer, j'ai essayé
il n'était pas là, il y avait l'entraîneuse, donc j'ai rencontré l'entraîneuse qui m'a dit non, pas de photo, pas de photo. Donc, j'ai pas fait de photo. Mais après, je suis revenue pratiquement pendant 3 semaines, et tous les jours, parce que c'était non systématiquement. Et puis, petit à petit, je me suis fait des amis. Petit à petit, ils ont été admiratifs de ma patience. Et petit à petit, j'ai fait les photos. Et maintenant, j'ai des amis j'y étais récemment, j'ai des amis à la Colatec et on a le même âge, hein, donc voilà. Et j'ai trouvé ça assez émouvant parce que les gens m'ont raconté leur vie. Les gens de la Colatec, c'est pas des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. C'est vraiment des gens qui ont eu une vie difficile. La construction de la Corée a été, Valérie le dira, très, très dure. Et c'est des gens souvent qui ont une petite retraite. Alors les bidonvilles, ça, ils en ont pas du tout, donc du coup... Voilà, parce que c'est pas les mêmes personnes que vous avez photographiées à la Colatec et dans les bidonvilles. Hein. Effectivement, il y a pas le système de protection sociale en Corée encore s'est développé après les années 90 et reste encore très déficient, on peut dire. Mais malgré tout, les deux, ce que vous mettez en regard, je pense, dans le travail sur la Colatec et les bidonvilles, c'est la génération, peut-être, mais ce ne sont pas, sur le plan social, les mêmes personnes, ce ne sont pas les mêmes quartiers, puisque Chongno, c'est vraiment au centre historique de Séoul, alors que les bidonvilles que vous avez photographiés sont vraiment en périphérie. Oui, juste une question, Françoise, un commentaire qui peut appeler une question. Les deux sujets sont très différents, bien qu'ils soient liés par l'âge, et les traitements aussi sont très différents. Dans le premier, vous avez choisi de les photographier en portrait. Est-ce que c'était une volonté d'eux-mêmes de poser sans danser? Vous ne les avez pas photographiés en train de danser? Je les ai photographiés en train de danser, mais donc j'ai fait les deux, et effectivement j'ai gardé quand même le portrait comme si en contre-plongée comme ça, et j'ai éclairé avec des smartphones ou une LED, parce qu'il n'y a pas du tout de lumière, donc je me débrouille. Et ils étaient contents d'être photographiés finalement après les premières revues? Au début non, mais après oui, parce qu'en plus j'avais un système, c'est que je faisais tirer les photos et le lendemain je ramenais des photos, des tirages. Des tirages. Donc ça aide aussi un petit peu. Alors ce que vous ne dites pas, c'est que donc Françoise a en même temps en ce moment une exposition à Séoul, au musée d'histoire de Séoul, comme l'a rappelé Aude tout à l'heure. Donc on est en train de faire une sorte de périscope. C'était un peu le rêve de Kang Hong-bin, le directeur du musée, et qu'au moment de l'inauguration de l'exposition, si je me souviens bien, donc certaines personnes de la Colatec sont venues avec leurs amis et habillés comme ils le sont dans les photographies. Alors, le monsieur qui a la chemise très colorée, là, avec des fleurs roses, etc., il est venu, nous sommes venus très amis, il est venu le jour de l'inauguration, il est arrivé très tôt, et il est arrivé avec des amis, avec sa lovers, et il est arrivé avec des amis, et le lendemain, pareil, etc. C'est-à-dire que ça devenait un événement, alors qu'au départ, je pensais qu'ils allaient dire non, qu'ils ne voulaient pas être sur les images. Et je trouve moi la série Colatec tout à fait intéressante, parce que c'est vrai que ce ne sont pas des images classiques sur la culture urbaine de la Corée. Or, ce sont des images qui évoquent très fortement une période finalement de la modernisation de la Corée, même si on n'en a pas du tout l'impression quand on les voit aujourd'hui en 2016. Hein. Je regrette qu'il n'y ait pas la musique. Oui. Le pongjak, alors le nom du trot, ça vient de foxtrot, hein, c'est une musique, c'est la première pop coréenne qui s'est développée dans les années 20. Et en coréen, le trot, alors on peut dire trot de foxtrot, ou pongjak qui reprend en fait le son, le rythme un peu particulier de cette musique, pongjak, 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 c'est vraiment ce rythme-là, et qui a été quand même une pop coréenne qui a eu un succès incroyable entre, disons, 1920, donc la période de la colonisation, jusque dans les années 80. Et en quelque part, c'est la première K-pop. C'est la première K-pop. C'est la première K-pop, voilà. Et donc, il y a un lien, évidemment, moi, c'est ce que j'ai trouvé aussi intéressant avec cette série-là. Et puis, on va voir tout à l'heure l'autre K-pop, la K-pop d'aujourd'hui. Ouais. Simplement, juste une question. Quelle différence d'état d'esprit avez-vous entre la partie reportage en noir et blanc, qui est un peu triste et qui n'est pas, où les gens ne posent pas vraiment, où vous vous immergez dans le milieu, alors que là, il y a une connivence. Pour vous, ça change beaucoup de choses. Dans le bidonville, j'ai eu de la chance parce que je suis arrivée le jour d'élection de la personne qui va être responsable du bidonville.
Donc c'est un coup de chance, ça. Et donc du coup, j'ai été le voir et je lui ai dit, j'aimerais bien que vous me fassiez visiter le bidonville. Donc on a visité déjà l'extérieur et j'ai repris rendez-vous parce que je lui ai dit, j'aimerais bien aller chez des gens. Donc il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez, les tranches d'âge, etc. Donc 3 jours après, donc je suis revenu où j'ai photographié cette vieille dame. Il y en a une qui est paralysée, l'autre qui n'est pas paralysée, mais son mari est paralysé. Et là, c'est pareil, ils m'ont raconté leur vie et tout. Mais il n'y a pas que des vieux, hein. Il y a aussi des jeunes, des parents avec des enfants. Et donc, les gens qui sont responsables de son bidonville organisent une école. Bon, il y a l'église, évidemment, parce que comme elle est partout, d'où la croix. Donc il y a l'église, c'est aidé pas mal par les protestants, par l'église protestante qui est très présente. Et alors le traitement en noir et blanc, moi j'ai un petit peu quand même la nostalgie de l'argentique. Donc là c'est un travail avec le Mamiya 4,5 645 sur pied évidemment. Et je pensais que comme c'est des petites cabanes avec une très peu de lumière, bon, d'où le pied. Et le noir et blanc, la tri-X, et surtout le jeu de la lumière sur les corps. Et j'ai fait beaucoup en Afrique. On parle plus beaucoup de lumière maintenant, mais je trouve que c'est important pour un photographe, la lumière. Et là, justement, dans le bidonville, c'est ça qui était intéressant. Juste un tout petit mot sur le terme de bidonville. C'est vrai qu'à Séoul, dans les années 70, il y avait beaucoup de bidonvilles, mais qui renvoyaient à des formes urbaines assez variées. En fait, ça pouvait aller d'un quartier vraiment très dégradé, fait en effet avec des planches de bois, des bidons, etc., à simplement des quartiers de squatteurs urbains où là, c'était pas du tout du bidonville, c'est plutôt de l'habitat en dur, mais sur le plan, disons, légal, des habitations illégales avec des personnes qui avaient construit sans avoir évidemment la propriété du sol, mais ni de permis de construire. Donc je pense que là, on est vraiment dans du bidonville. Ouais, là, on est vraiment avec des maisons faites en bois, en carton, avec de la moquette. C'est vraiment le strict minimum. Là, il n'y a pas les photos, mais j'ai un garçon que j'ai photographié, qui est un monsieur de 45 ans, qui est menuisé, légèrement alcoolique. Alors, il gagne pas beaucoup d'argent, donc il a atterri dans ce bidonville. Et lui... on rentre, il y a un tas de vêtements absolument hallucinants, c'est tout petit. Et je lui ai dit, mais peut-être que vous pouvez ranger vos vêtements. Il m'a dit, oui, mais j'ai essayé 5 femmes, ça n'a pas marché, etc. Bon, parce que les gens me racontent leur vie. Moi, je raconte ma vie, mais ils me racontent beaucoup leur vie. Et je lui ai dit, mais vous couchez où? Alors il m'a dit, je couche dans une tente quechua. Ah bon, d'accord. Alors il m'a dit, oui, c'est très pratique. Parce que l'été, il y a plein de petites bêtes. Parce que l'été, c'est la mousson et tout, il y a plein de petites bêtes. Donc, mais c'est vraiment fait... C'est un vrai bidonville. Ce qu'on entend, moi j'ai connu le bidonville de Stein en France, près de Paris, près de Sarcelles, et c'était exactement ça. C'était du carton, de la moquette et tout. C'est vraiment ça, quoi. Je vois Aude qui me fait un signe. Oui, on peut peut-être passer à la série suivante. Je n'ai plus en tête l'ordre des séries. Oui, donc, Alors là, on pourrait appeler ça intérieur. Là, j'avais effectivement, ça c'est plutôt la classe moyenne, mais j'avais fait en Asie du Sud-Est, je me suis dit, je ne vais pas le refaire en Corée. Et en fait, j'ai appris qu'il y avait un quartier qui allait être en destruction, qui a été construit dans les années 75 à peu près, et qui avait une association, parce que le quartier va être détruit. C'est des immeubles qui font pas plus de 9 étages, qui sont en très mauvais état, qu'on a laissé se dégrader, qui est un quartier absolument formidable, parce qu'il y a des oiseaux. J'entendais les oiseaux, ça faisait un mois que je n'avais pas entendu, hein, et les arbres, qu'il y en a quand même beaucoup plus qu'ailleurs. Et donc je suis rentrée dans les familles grâce à une femme qui a créé une association pour la défense de ce quartier, parce que les gens vont être obligés de partir, on leur rachète l'appartement, enfin bon, à des prix évidemment mieux que ce qu'ils ont payé au départ, mais qui ne pourront pas se racheter dans le quartier. Donc, les gens du quartier appellent ce quartier le quartier Kim Il-sung.
Alors je précise, ça ressemble au HDB de Singapour avec la coursive, et ça ressemble effectivement aux constructions qui auraient été faites en Corée du Nord au début. Et donc l'association l'appelle le quartier Kim Il-sung. Il y a plusieurs quartiers dans Séoul comme ça. Donc j'ai été j'ai fait à peu près une vingtaine de familles. Alors j'ai constaté quand même que dans toutes les familles que j'avais vues, il ne restait plus que 2 familles où il y avait les grands-parents. Autrement, beaucoup d'appartements où les couples sont les jeunes couples, où il y a les 3 générations, il y en a que 2. Donc, est-ce la fin de la famille avec les 3 générations? Mais moi, dans les 20 familles, j'en ai trouvé que 2. Hein. Et j'avais demandé à la personne qui m'avait trouvé les familles de trouver des familles où il y avait 3 générations. Et alors, il y a des familles... Ça, par exemple, c'est une de mes photos préférées. Cette femme, elle pleurait presque quand je l'ai prise en photo. Alors, la plupart des familles, il y a des femmes qui travaillent, mais la plupart des femmes ne travaillent pas. Donc, moi, j'avais demandé comme le week-end pour voir le mari. Parce que dans la semaine, le mari travaille et rentre souvent tard. Donc, moi, j'avais demandé le week-end justement pour voir toute la famille. Alors, j'ai constaté aussi que le papier peint était très, très présent. Au plafond, partout. Alors, la télévision, bien sûr, ça, bon, mais c'est pas le seul endroit maintenant. Et aussi les jouets des enfants, c'est-à-dire que et puis souvent, ce que j'avais constaté, c'est que le mari et la femme, l'enfant, s'il y avait un enfant couché sur le lit de la mère ou sur le futon de la mère, et que le mari couchait dans une autre chambre. Mais c'est des constatations que je fais, mais Valérie analysera ça. Alors ce qui était intéressant aussi, c'est les études qu'ont fait les enfants. Alors il y en a, par exemple, il y avait un couple qui venait d'avoir un bébé, et lui, il était pompier. Et je voyais au regard de sa femme et des beaux-parents qu'ils auraient été contents s'il avait fait une université un peu mieux que d'être pompier. Ça se sent. Les rapports entre le père et le fils, c'est pareil. Il n'y a pas beaucoup de communication, mais ça, Valérie expliquera, ça fait partie. Parce que moi, j'ai vécu dans une famille à Séoul. Et il y avait le fils et la fille. Et le père ne parlait jamais à son fils, juste la mère. La mère parlait au fils. Et dans la maison, il n'y avait pas une seule photo du fils. Donc c'est des petites constatations qu'évidemment j'ai demandé des explications après. Alors la présence de la croix, du crucifix, nous on avait ça chez nous dans nos chambres, surtout en Bretagne, hein, Hervé. Mais là, la présence du crucifix, c'est pratiquement partout. Hein. J'ai même vu à côté, dans la cuisine, c'est une cuisine américaine, on a beaucoup, la cuisine est ouverte, et il y avait la machine à faire l'eau chaude qui vous prévient quand l'eau chaude est... mais qui vous prévient vraiment, elle vous dit, l'eau chaude, en coréen bien sûr, que l'eau chaude est prête. Mais à côté, il y avait une statue avec Saint-Joseph, la Sainte Vierge, aussi grande que la machine, Saint-Joseph et le petit Jésus. Je ne sais pas si j'ai mise là. On aurait pu avoir une statue de Bouddha aussi à côté, hein, parce que comme le dit mon collègue Kim Dae-yeol de l'INALCO, la Corée est un grand magasin des religions. Hein. C'est un pays où voilà, la religion, enfin, en termes de pourcentage principal, c'est quand même le protestantisme. Aujourd'hui, c'est un des grands pays finalement chrétiens d'Asie. Mais on peut être, enfin, les taux le pourcentage de déclarants pratiquants d'une religion est supérieur à 100%, parce qu'on peut tout à fait être à la fois confucéen et protestant ou bouddhiste et protestant. Parfois, on commence sa vie en étant bouddhiste et on devient protestant ou catholique. Donc, c'est un rapport à la religion qui n'est pas du tout, enfin, tout à fait particulier.
Voilà, j'aime bien cette expression, en tout cas, de grand magasin des religions, et bon, qui est illustrée par vos photographies. Je constate une fois de plus, Françoise, que avec votre talent de pénétrer ses intérieurs et ses familles en même temps, avec un passeur ou un interprète, évidemment, mais on ouvre la porte, c'est à vous qu'on ouvre la porte. Je remarque, notamment sur la dernière petite photo, enfin petite, cette photo elle est grande, mais avec les petites chaussettes qui sont au pied des fauteuils qui ne doivent pas rayer le lino, ça me rappelle Martine Parr, et en même temps c'est très très éloigné de Martine Parr, parce qu'il n'y a absolument aucune méchanceté dans vos photos, il n'y a que de l'empathie. Et la preuve, c'est qu'en marge de ces photos, en hors-champ, vous nous racontez un petit peu la vie de tout le monde. Vous l'écrivez aussi, j'espère, on le retrouvera dans le livre à paraître. Et puis, donc, j'ai pas trop de questions à vous poser, sauf que lorsque vous baladez votre œil et que vous photographiez un petit coucou ou bien un nounours, à quoi pensez-vous à ce moment-là? Est-ce que c'est le côté touchant, le côté kitsch, le côté documentaire ou c'est un peu les deux, c'est le côté documentaire, parce que les coucous, il n'y en a plus beaucoup chez nous. Les croix, encore moins. Le papier peint, partout, il y en a de moins en moins. Donc c'est quand même le côté documentaire de décoration, je veux dire. Et puis, c'est aussi... parce que moi, je posais des questions, et notamment dans la cuisine. Parce que bon, il y avait, les cuisines sont souvent à l'américaine ouverte, et donc on voit effectivement la bouilloire et tout ça. Et je constatais que souvent dans les familles, il y avait les mêmes bouilloires ou les mêmes casseroles et tout. Et j'ai dit, mais comment ça se fait et tout, que vous avez les mêmes et tout, vous allez au même magasin? Elle m'a dit, bah non, pas spécialement, mais c'était dans le drama. Alors là, effectivement, le drama, dans les dramas, ça lance les modes. Et à chaque fois que je posais une question de... Alors, je n'ai pas posé pour les petites chaussettes avec les fauteuils, mais en faisant des photos dans les studios de drama, j'ai quand même constaté effectivement qu'il y avait des choses que je retrouvais dans les appartements. Alors, il y a une autre chose que je voudrais dire aussi, qui m'a étonnée, parce que nous, on a beaucoup de vêtements, on les met dans une armoire, et dans une penderie, on va dire, et on a un portant éventuellement, mais on cache un peu. Là, je retrouvais dans le séjour, il y avait beaucoup de portants. Alors j'ai posé la question, et j'ai dit, mais comment ça se fait que vous avez beaucoup de vêtements? Parce qu'il y avait souvent, c'était un couple qui avait un petit enfant, donc beaucoup de vêtements. J'ai dit, alors ils m'ont répondu, oui, mais il y a 4 saisons. Alors j'ai dit, oui, mais en France, nous, on a 4 saisons aussi. Et en fait, c'est effectivement cette folie du consumériste à Séoul. Ça. Et je me suis demandé si on jetait. On jette énormément, à Séoul, oui. Évidemment. Dès que les choses, ce qui est important, c'est la chose qui est propre et neuve. Hein. Donc, d'ailleurs, vivre dans un appartement, c'est symboliquement aussi vivre dans un endroit, paradoxalement. Ce que vous dites, ce sont des appartements décrépits, mais en réalité, quand ils ont été construits, c'était des appartements neufs et propres. Et donc, et d'ailleurs, ils se reconstruisent. C'est ce que vous dites au début. Hein. Vous avez dit, c'est un quartier qui va être détruit. Hein. Juste pour resituer un petit peu par rapport à... Là, on voit les intérieurs, on voit ici les extérieurs sur cette photo qui est derrière nous. Mais en 1950, il n'y avait pas ces appartements. Enfin, dans le parc de logement, le pourcentage de ce logement collectif était négligeable. Aujourd'hui, en 2016, la part des appartements en grand ensemble dans le logement collectif, c'est 53%. Dans le parc de logement total. Donc c'est considérable. Et autre élément qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que tous les logements, les grands ensembles qui ont été construits avant 1960, pratiquement tous ont déjà disparu. Ils ont été reconstruits avec des tours souvent plus hautes et plus vastes. Donc c'est vraiment un élément très, très, très important. Alors là, ce que vous montrez, c'est les intérieurs domestiques. J'ai beaucoup aimé la remarque d'Hervé sur les chaussettes. C'est important parce que dans les appartements coréens, on se déchausse. Il y a un balai des chaussures qui se fait. Et donc le fait de photographier des chaussettes, à mon avis, n'est pas anodin. Je ne sais pas si c'est ce que vous aviez remarqué. J'ai tout de suite remarqué qu'il y avait ces chaussettes-là. Parce qu'en plus,
je me suis posé la question, parce que nous, sous les chaises et les fauteuils comme ça, on met un petite rondelle comme ça. Et là, elle avait mis des chaussettes rock'n'roll quand même, rose et tout. Et je dis, mais votre parquet, c'est du vrai parquet? Alors elle m'a dit, non, non, c'est du lino, c'est du faux parquet. Alors je me suis dit, parce que nous, on a peur que ça raye pour le plancher, mais là, elle m'a dit, moi j'ai peur que ça raye le lino. Et c'est décoratif. Et c'est décoratif. Et c'est décoratif. C'était tout très bien. Enfin, j'ai remarqué que les chaussettes sont des chaussettes de poupée presque, d'enfants. Mais souvent, c'est des chaussettes aussi pour les chiens. D'accord. Ah non, parce que aussi, Alors, on voir a des vu les chiens. Les chiens sont effectivement, quand moi je faisais mes enquêtes dans les appartements, c'est souvent réglementé. Hein, parfois, les chiens sont interdits dans certains grands ensembles, mais évidemment tout le monde a des petits chiens, donc ça pose parfois des problèmes de nuisance, de bruit, etc. Il y a tout un univers des chiens dans les appartements coréens qui sont effectivement vêtus de ces petites, ils ont des petits costumes que vous n'avez pas photographié, mais vous auriez pu Mais j'en ai un, je ne sais pas si je l'ai mis. J'en ai un, parce qu'à un moment, j'ai habité dans un 2 pièces, et je sortais dans la rue pour aller manger, et tout d'un coup, j'ai vu une pancarte où il y avait marqué « Studio pour chiens ». Bon. Et je regardais l'image, et c'était 2 petits caniches qui étaient habillés. Donc je suis montée dans le studio pour voir. Et le monsieur m'a dit, effectivement, je suis photographe et je gagne ma vie en photographiant les chiens. Et je lui ai dit, ils sont tout le temps habillés ou ils sont... Il m'a dit, ça dépend. Et je lui ai dit, écoutez, moi, je rêverais que vous me trouviez un chien que je puisse habiller. Donc, je l'ai habillé en tutu rose. Donc, je ne sais pas si j'ai mis la photo, mais elle est... Il y a un tutu, en tout cas. Oui. Il y a le tutu ? Oui. Oui. J'ai juste une question plus grave, du coup, plus sérieuse, mais le chien est là. Simplement, quand vous photographiez, les portraits que vous faites ne sont pas tout à fait des portraits comme dans la Collathèque. Ce sont des gens, on a l'impression que vous les prenez entre 2 moments, où ils pensent à quelque chose d'autre. Quelle connivence arrivez-vous à installer pour avoir cette vérité et en même temps cette discrétion? Alors, ce qui se passe, c'est que le rôle de l'interprète est très important parce que, comme je ne parle pas coréen, donc je pose des questions, elle traduit, les gens répondent, elle me retraduit. Il y a tout un espace-temps qui est très important. Ça me permet de regarder tout ce qui se passe et d'examiner aussi papa, maman, les enfants, etc. Et ce qui me permet après de choisir quelle photo je vais pouvoir faire. Quelle photo que je vais pouvoir faire et comment je vais le cadrer. C'est très, je l'ai expérimenté en Sibérie aussi. C'est très utile d'avoir un interprète parce que ça donne le temps. Moi, ça me donne le temps de regarder, d'examiner un peu les gens, les rapports qu'ils ont entre eux. Et après, effectivement, je choisis, quoi. Moi, j'ai trouvé intéressant aussi le fait que vous ayez photographié une famille multigénérationnelle, même si j'ai bien compris, les enfants n'habitent pas... c'est les petits-enfants, hein, c'est ça? Oui, la dame qui se fait masser, la grand-mère, ses filles la détestent. D'accord. Oui, voilà. Donc il y a l'arrière, les relations parfois sont compliquées. Et ce que vous avez photographié là de cette grand-mère qui se fait masser par sa petite fille, ça dit aussi beaucoup de choses sur l'importance du corps et du soin qu'on prend de son corps en Corée. Donc il y a toute une culture des bains publics, des massages, etc. et qu'on retrouve dans cette quotidienneté que je trouve très émouvante. Et là, j'estime que j'ai eu de la chance puisque tout d'un coup, la grand-mère qui était quand même un petit peu acariate, j'étais pas si vieille que ça, à mon âge. Et tout d'un coup, elle dit, il y avait ces 2 petits-enfants qui étaient là, et tout d'un coup, elle dit, je veux absolument être massée, je veux absolument être massée. Donc elle se précipite dans sa chambre, sur son lit, et là, ça, je les ai fait à l'Argentique aussi, au pied avec au Mamilla, et là, ça a été un peu un béni pour moi. Parfois, il y a des miracles en photographie. Et ça, je dois dire que là, le massage, je leur ai demandé, on m'aurait dit non, ou jamais j'aurais imaginé que la grand-mère se ferait masser par ses petits-enfants. Et je dois dire que là, c'est un miracle, quoi. C'est un moment très juste aussi de la relation
des Coréens qui se massent mutuellement très souvent, entre amis. Voilà, c'est très intéressant. Bon, alors évidemment, la K-pop. Alors la K-pop, j'avais été briefée déjà à Kuala Lumpur parce que j'avais déjà fait des fans de K-pop. J'avais fait toute une série de photos et ils m'avaient emmené dans un concert d'une star coréenne qui s'appelle G-Dragon. Donc c'est un peu ça qui m'a fait revenir en Corée. Hein. C'est finalement l'influence de la culture populaire avec les dramas que regardaient les parents. C'est ça qui m'a fait revenir à Séoul. Donc je n'ai eu de cesse effectivement de trouver un groupe. Alors j'ai été chez un disquaire et puis tout d'un coup j'ai dit est-ce que où sont les CD des K-pop et la vendeuse m'a dit il y a voilà c'est la Boom qui s'appelle Petit Macaron. Oh, j'ai dit ça c'est pour moi. Donc je n'ai eu donc j'ai appelé la major. Qui m'a dit oui, non, ça a duré 3 semaines. Au bout de 3 semaines, ils m'ont appelé, ils m'ont dit bon, vous pouvez venir. Donc j'ai vu les 6 filles. Et après, je me suis dit, je vais organiser une prise de vue de la Boom avec les petits macarons. Ça m'a fait penser au film de Sofia Coppola. Et donc, on a fait un stylisme avec les Converse. Et donc, ça a été un clin d'œil à... Alors, je leur ai expliqué, je leur ai dit, vous prenez le thé à Versailles. J'ai trouvé un studio qui ressemble à Versailles, coup de chance. Et là, je leur ai dit, prenez le thé chez Marie-Antoinette. Donc, je leur ai expliqué qui était Marie-Antoinette. Et donc, on a fait toute une série de photos dans un studio, comme si c'était des photos de mode. Hein. Et ça, c'est des photos qui sont backstage avant qu'elles soient préparées. Donc, j'ai fait la connaissance aussi d'un garçon qui dessine des robes, donc qui m'a prêté les robes. Enfin, c'est le même système que des photos de mode. Hein. Alors, comme je voulais avoir aussi les fans, je les avais eu à Kuala Lumpur, je voulais aller voir les fans à Séoul, donc j'ai été 3 heures avant photographier les fans avant un concert d'un boys band. Donc là... Tu vas traduire. Ce qui est marqué, c'est de merci Jin Yong-ha, qui est un des chanteurs. Enfin, c'est souvent des mots qui sont des mots doux qui sont adressés aux chanteurs. Bon, là, il y a toute la panoplie et la petite lampe jaune, c'est ce qui correspond au briquet qu'on avait quand on allait au concert, nous. Et la petite lampe jaune vaut quand même 30 €. Hein. Et le concert, c'est quand même 60 € par personne. Ouais. Il y a beaucoup de teenagers. Hein. Ils se mettent des masques, des masques, des chanteurs. Oui. Donc... effectivement, les prises de vue de la Boom, ça n'a pas été si évident que ça, parce que on m'avait, en arrivant, évidemment, il y a 3 grandes majors de musique K-pop en Corée. Et donc, on m'a dit, jamais tu arriveras à photographier les groupes de K-pop, jamais. Alors, effectivement, je suis tombée sur un groupe qui était moins connu, quoi. Mais parce que le système est extrêmement serré. Ça rapporte beaucoup d'argent, que souvent on les met comme en pension, on les prend, on les entraîne, il y a des concours. Et même les fan clubs sont organisés par les majors. Donc c'est vraiment un système. Et devant les immeubles des majors, il y a toujours des queues énormes pour voir les stars et tout. Donc c'est un vrai système financier énorme, parce que là, celles que j'ai photographiées, elles ont entre 14 ans et 18 ans. Elles vivent ensemble, elles n'ont pas le droit aux petites amies, elles n'ont pas le droit évidemment à l'alcool, elles n'ont pas le droit au smartphone. Et tous les jours, elles ont des cours de chant et des cours de danse. Et si au bout de, on va dire 5 ans, ça marche pas, on les renvoie là où vous êtes. Et donc c'est un peu
un sujet un peu litigieux, enfin, un peu compliqué. Mais pour les majors, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Oui, c'est un système économique en fait. Ce qui est, il y a beaucoup de choses à dire sur la K-pop. Hein. C'est pas la K-pop n'est pas la génération spontanée qui arrive comme ça dans toute l'Asie, voire en Europe. Hein. C'est vraiment derrière il y a une politique délibérée de l'État coréen de diffuser sa culture, hein, qui est articulée à une réflexion sur ce que peut être le soft power d'une puissance régionale, hein, donc qui a peut-être du mal à être une puissance à côté. Il faut penser qu'il y a la Corée du Nord, qui a d'autres moyens de se faire connaître, ou en tout cas de diffuser sa puissance, on va dire. Et donc c'est un système effectivement économique, et la Corée a diffusé sa culture un peu comme elle a diffusé son aciérie dans les années 70, puis les produits électroniques. Hein. Il y a vraiment une politique gouvernementale délibérée, et effectivement, comme le dit Françoise, des conservatoires, enfin des écoles où les jeunes les recruteurs vont dans les lycées et puis recrutent des enfants qui font des adolescentes ou des adolescents qui font de la musique ou de la danse, et ensuite les mettre dans des académies qui sont presque de l'armée. Oui, c'est ça, c'est vraiment une éducation, un style un peu militaire, qu'on ne voit pas du tout dans la photo de Marie-Antoinette, mais en tout cas, il y a ça derrière. Est-ce que la majeure avait demandé sans doute un droit de regard sur les photos et profité de l'arrivée d'une photographe de France pour utiliser les images? On a fait un deal, c'est-à-dire que pour avoir la permission et que tout se passe bien, parce qu'on a fait une journée de prise de vue, et pour que tout se passe bien, donc je leur ai dit, vous pouvez utiliser les photos. Ils les ont utilisées? Pour le moment, je ne sais pas. Et les filles étaient... On a signé un contrat, ce qui est assez difficile en général en Corée. On a signé un contrat comme quoi moi je pouvais les utiliser et pour mon exposition et pour un livre, et eux ils pouvaient l'utiliser s'ils voulaient pour la communication de leur groupe. Est-ce que vous avez eu un retour des filles du groupe? Elles sont venues le lendemain de l'inauguration. Elles sont ravies. Ouais. Et elles sont venues à Séoul en exposition. Elles n'ont pas pu Ils n'ont pas pu venir le jour de l'inauguration. Elles sont venues le lendemain. Et là, c'est l'émeute à chaque fois qu'il y a un groupe de... Donc là, tout d'un coup, hystérie complète. Alors, il y a les jeunes étaient là. Il y avait même... Moi, j'étais sidérée. Il y avait des militaires aussi, des troufions qui étaient là à faire signer, à se faire prendre en photo avec les filles et tout. Et moi, j'étais très contente qu'elles viennent quand même. Et elles étaient ravies. Elles se souvenaient très très bien de la prise de vue. Est-ce que les réseaux sociaux vous permettent de prolonger le contact avec les gens que vous photographiez? Parce que je sais que Facebook est très présent. Oui, toujours. Aussi présent que chez nous. Toujours. Pas tout le monde, hein. Mais il y en a, oui, en Corée, un peu partout. Oui. Je continue, oui. Alors, Séoul, moi j'ai marché nuit et jour parce que c'est attractif tout le temps, à toutes les minutes, tous les quartiers. Donc, c'était assez excitant pour moi. Donc, c'est vrai que j'ai photographié beaucoup la nuit, je me suis perdue dans des ruelles. Et puis, arrêté. Alors, contrairement à la France, quand on arrête les gens pour les photographier, il n'y a aucun souci. Hein. Les gens disent tout de suite oui. Donc ça, je l'ai fait beaucoup aussi. Et puis toutes les choses qui me paraissaient... Alors évidemment, les publicités, les grands écrans, des détails. Alors ça, c'est un bâtiment qui s'appelle DDP, qui a été construit puisqu'on est dans la cité de l'architecture, par une architecte irakienne qui vivait à Londres et qui est morte il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, et qui a construit un bâtiment assez décrié, moi je le trouve plutôt beau, qui s'appelle le DDP, qui est théoriquement le musée
le musée du design. Alors, moi, j'ai pas beaucoup vu de design à l'intérieur, et c'est surtout maintenant, enfin, pour faire des grosses expositions. Mais cette architecture, ben, pour un photographe, est assez excitante, quoi. Jour et nuit. C'est le Dongdaemun. C'est ça, Dongdaemun, oui. D'accord. Ça, en fait, c'est donc l'architecte César Hadid, hein, Oui, qui c'est est ça. Pritzker C'est ça. d'architecture, qui a effectivement été fait le projet de rénovation de ce qui était en fait un stade, Un stade. construit à l'époque coloniale. Et elle a fait tout un parc historique autour de ce stade et voué au design et à la mode, je crois. Ouais, c'est ça. Oui. Donc il y a des personnages comme ça que j'ai rencontrés. Alors ça, c'est une abstraction, je ne peux pas vous expliquer ce que c'est. C'est des photos qu'on fait comme ça. Et, alors j'ai beaucoup utilisé aussi, j'ai beaucoup fait les photomatons. Les photomatons, alors ça vient du Japon. Hein, donc on peut se déguiser, on peut changer ses yeux et tout ça. Donc. Et alors ce qui m'a frappé, c'est que moi, ben voilà le chien. Alors les photos du couple d'avant, quand on se balade dans les quartiers où il y a beaucoup de boutiques, beaucoup de jeunes, des quartiers d'université, la chirurgie esthétique se voit énormément. Moi, j'avais parfois l'impression de voir des mutants. Hein. Ou alors, je faisais une rue et tout d'un coup, je voyais toutes les filles se ressembler. Et bah ça, Valérie, vous en parlerez justement sur le visage et la chirurgie esthétique. Parce que ça, c'est très frappant. Bon, il y a les pubs. Vous allez voir dans le métro, il y a des pubs. Mais quand même, sur le visage, c'est très, très important. Ça se voit. Quand je compare les photos que j'ai fait en 82 et les photos maintenant, il y a une énorme différence. Ça, c'est évidemment, j'ai flashé sur les magasins de jouets. Hein. Alors, parfois, c'est extrêmement épuré. Il y a un motif sur les teintures de cheveux quand même dans, dans vos choix de photos. Oui, oui. Alors ça, c'est dans un shopping mall d'une grande major, et évidemment qui est truffé d'écrans. Et c'était une vidéo très très morale. Donc la photo que vous avez vue, c'est le mauvais garçon qui était fiancé avec une fille. Et finalement, la fille s'aperçoit que c'est un mauvais garçon. D'abord, il s'habille en jaune et tout ça. Et tout d'un coup, il se répand. Donc, alors, j'avais des photos de 82 où les femmes portent des choses sur la tête. Et qui restent très présents pour l'ancienne génération. Je trouve qu'on voit le contraste là entre cette dame que vous avez ouais, prise en photo avec sa permanente. Alors alors la jeune génération, c'est les cheveux raides, teint, et la vieille génération, c'est parfois teint, mais c'est surtout frisé. Ouais. Et j'avais trouvé le quartier où il y avait tous les coiffeurs pour les vieilles dames. Alors il y a un musée de la K-pop, hein, avec des concerts en 3D. Alors là, c'était une installation à Seoul Station, qui était l'ancienne gare construite par les Japonais, qui est devenue un musée. Et là, il y avait une installation. Je sais pas, tout à l'heure, vous avez vu une fille qui fait les carreaux. Et moi, au début, je croyais qu'elle faisait les carreaux. Pas du tout. Elle m'a dit c'est une installation. Ce qui est frappant, c'est que quand on se balade, par exemple, à Paris ou même à Londres, il faut des événements spéciaux pour avoir soit les super-héros ou des gens assez extravagants. Et c'est pas le cas de Séoul. Séoul, c'est... Je vais pas dire que c'est carnaval tout le temps, hein, mais c'est tout le temps. On n'attend pas un événement pour
pour s'habiller de telle façon, ou se teindre les cheveux. Je me demandais d'ailleurs où vous avez pris cette série-là des super-héros, parce qu'en fait, c'est pas le carnaval. Enfin, c'est pas non plus que c'est le carnaval tout le temps. Je dirais que c'est plutôt qu'il y a des événements qui sont. C'était pour un magasin. Voilà, c'est ça. Il y a souvent des événements commerciaux voilà. qui font qui suscitent ces événements que vous photographiez. Mais c'est pas non plus le carnaval tout le temps. Ils sont à des endroits précis, ces gens-là. Alors là, j'ai trouvé le musée du nounours. Donc c'est le Crazy Horse. Le bâtiment de Le Zaha Hadid, bâtiment oui. oui, dans des meubles. Là, il y a toute une série aussi la nuit où je me suis enfoncée. Alors, moi, je trouve personnellement que la ville change complètement la nuit. Et c'est une autre ville, Séoul, la nuit. Alors moi, je me suis beaucoup enfoncée dans des petites ruelles où il y a les imprimeurs, où des toutes petites ruelles où il y a un peu de lumière qui pourrait ressembler à des décors de films japonais. Effectivement, il y a aussi les quartiers où il y a les grandes enseignes, comme ça, là où il y a les restaurants et tout. Par exemple, ça, moi, j'aimais beaucoup trouver cette petite ruelle la nuit, comme ça. Les quartiers que vous avez photographiés, enfin, dans la série, il y a une progression spécifique la nuit ou non? Vous avez mélangé plusieurs... Il y a plusieurs quartiers. Il y a le quartier des imprimeurs et puis un peu Jongno. Donc qui est plutôt à l'est de Séoul. Oui, et puis le quartier qui est quand on remonte vers Jongno en partant de Dongdaemun. Il y a pas mal de petites ruelles par là. Il y a plusieurs dans le péricentre historique. Du côté des grands ensembles, non? Ah, la Pojangmacha, ça c'est très les restaurants, typique de la nuit, ça. Les restaurants derrière les bâches qu'on peut photographier en transparence, comme vous l'avez fait. Oui. Mais c'est très, en fait, c'est très, c'est extrêmement photogénique. Hein, c'est très inspirant. Mais justement, enfin, là j'ai une question très naïve. Est-ce que toutes les villes ne sont pas différentes la nuit et est-ce que pour une photographe, qu'est-ce qui fait justement? Est-ce que vous pouvez caractériser pourquoi Séoul est-ce que c'est les néons? Est-ce que c'est quoi exactement? C'est d'abord Séoul vit beaucoup jusqu'à 1h du matin et pratiquement, il y a beaucoup de quartiers, pratiquement tous les quartiers. Par exemple, si on compare par exemple, les villes d'Asie, si on compare, peut-être Manille un peu plus, mais si on compare, par exemple, Singapour, c'est complètement différent. Même Kuala Lumpur, il y a des quartiers où ça se passe la nuit, puis il y a des quartiers où le centre de Kuala Lumpur, comme maintenant ils ont tout détruit, ils ont mis des shopping malls, donc c'est complètement vide, quoi, et ça ferme pas 1h du matin. Et puis il y a une question de sécurité aussi. C'est-à-dire qu'effectivement à Séoul, à Kuala Lumpur, on ne se balade pas comme ça la nuit. À Séoul, on peut se balader comme à Singapour, on peut se balader la nuit sans aucun problème. Il y a ça aussi. Et puis cette folie aussi de consommation, quoi, qui est les jeunes jusqu'à 1h du matin restent dans la rue et les boutiques sont ouvertes. Et peut-être à Tokyo et encore, je trouve un peu moins. C'est vrai que moi, j'ai vraiment trouvé à Séoul. Hein. Là, vous parliez d'atmosphère de film japonais. Oui. Je crois que c'est dans cette séquence qu'on vous retrouve un peu plus cinéaste, parce que vous vous baladez. Vous avez filmé un petit peu en Corée pendant tout ce temps que vous y étiez? Pas du tout. Et l'autre question qui me vient, c'est que vous êtes si heureuse de trouver une ruelle authentique qui ressemblerait aussi peut-être à une ruelle de Shanghai, si on cherche bien, on en trouve encore.
Et en même temps, on a l'impression que vous êtes attiré comme par tropisme par tout ce qui est joli, enfin ludique, enfantin presque, puéril. Enfin, donc vous avez deux versants ou deux pôles extrêmes. Puéril, c'est un peu la ville qui est comme ça. Hein, oui, la société, non et oui, la société, je sais pas, mais la ville, parce que là, on a vu, il y a la grande gare de Séoul, où il y a, on l'a vu en photo, ces petits personnages de BD là qui sont en bleu. Et alors là, il y a toute une armée, c'est-à-dire c'est comme si, là je vois par exemple à la gare du Nord, on a 2 sculptures qui ont été mises en ce moment. Mais là, à la gare de Séoul, à chaque fois, je l'ai vu 2 fois, donc là il y avait cette armée de petits personnages. En fait, c'est pour un petit personnage pour les enfants. Quand ils sont perdus, ce petit personnage a toujours un outil pour sauver l'enfant. Donc là, c'était une armée comme ça. Et puis la dernière fois, c'était une autre histoire de manga. Et là, c'est comme les escaliers qui sont peints. Là, j'ai retrouvé dans le métro aussi. Et parfois, j'avais vraiment l'impression. Même quand j'ai trouvé les nounours, c'est bon, peut-être que j'ai attiré par ça, mais quand même, c'est quand même très comme ça. Quoi. C'est très. C'est un peu mais c'est ce que vous montrez dans les photos. Alors c'est pas partout, c'est dans certains endroits un peu clés de la ville. Effectivement, il y a cette esthétique un peu Hello Kitty, enfin, oui, c'est ça, oui. avec ces petits personnages, Totoro. Enfin, il y a différents personnages. Donc le petit personnage qui sauve les enfants. Enfin, il y a plein de petits. Il y a la mascotte de Séoul aussi, qui est une sorte de petit, je sais pas quel animal c'est. Enfin, c'est en tout cas un petit personnage de ce type-là encore qu'on voit un peu partout. Il y a cette esthétique-là, mais c'est souvent dans des endroits, effectivement, comme vous dites, assez commerciaux, dans les gares, voilà, ce genre. Et dans la gare, parce que moi, je me disais, puisque c'est la grande gare pour le TGV, moi, je me disais quand même. Je suis pas sûr qu'on ait ça, gare de Lyon. Hein. Mais moi, je pense aussi, ça fait partie de l'esthétique contemporaine coréenne, quand même. Il y a oui, c'est une esthétique un peu manga, enfin bon, mais qui est en même temps, voilà, la Corée a produit aussi des manhwas, c'est-à-dire de la bande dessinée très particulière, qui n'a pas du tout la même esthétique que l'esthétique japonaise ou des dessins animés japonais. Donc c'est assez différencié quand même. Absolument. Alors, effectivement, dans les grands ensembles de 50 étages, là, des grands immeubles et tout, il y a à l'intérieur, oui, mais effectivement, là, ce qu'on voit là comme ça, effectivement, il n'y a souvent pas de boutique en bas. Et là, effectivement, c'est pas du tout la même chose. Souvent, il y a des centres commerciaux. C'est vrai ce que vous dites aussi sur la ville la nuit. J'y repensais en vous écoutant, qu'effectivement, les rythmes à Séoul, les boutiques sont ouvertes jusque très tard. Donc forcément, ça crée une activité dans les quartiers, donc qui est peut-être celle que vous avez pu photographier de cette manière-là. Il y a aussi une sociabilité professionnelle. Après le bureau, on part manger, souvent en groupe, puis ensuite on va boire un coup. Donc c'est le premier coup, ilcha. Ensuite on va dans un deuxième endroit, parfois un karaoké ou pas. Donc c'est itcha et ça peut se prolonger. Donc c'est pas tous les soirs évidemment, parce que sinon on se demande comment les gens tiendraient. Mais il y a cette sociabilité-là aussi qui peut-être explique, en tout cas, est traduite dans vos photos, je pense, indirectement. Alors, le métro, c'est extrêmement moderne, beaucoup plus large, les wagons sont plus larges, extrêmement organisés, les sièges pour les vieux, les sièges pour la femme enceinte, et des pubs assez énormes, très 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 présentes, les écrans. Et moi, ce qui m'a frappé, bien sûr, c'est ça, mais c'est aussi il y a des petits films qui vous expliquent ce qu'il faut faire. C'est une éducation. C'est-à-dire, j'en ai trouvé un aussi qui explique pourquoi il ne faut pas photographier sous les jupes des femmes. Et donc je me suis posé la question, pourquoi il y a toute cette éducation dans le métro? Parce qu'on vous explique tout ce qu'il ne faut pas faire.
pas écarter les jambes. Les femmes, il ne faut pas les croiser. Quand il y a le feu, bon, ça c'est normal. Mais donc tous ces petits écrans éducatifs, et ça je demanderai à Valérie, mais ça c'est les toilettes dans les... parce que ce métro extrêmement clean, extrêmement moderne, il y a des toilettes pour enfants, pour vieux. Alors bon, évidemment, le smartphone, qui est, voilà, les toilettes pour enfants dans le métro. Elles ne sont pas toujours comme ça. Hein. Oui, mais bon, effectivement, je les ai choisis. Hein, mais... On peut rappeler que le métro est un transfert de technologie français aussi. Oui. Hein, c'est le RER. Mais on a quand même, voilà, les petits films d'éducation. Des petites vidéos éducatives. Mais pour répondre à cette question-là, pendant que les photos passent, c'est quelque chose qui est depuis le début du métro, en fait. C'était quelque chose qui arrivait de nouveau. Donc, il y a toujours eu des vidéos. Alors, ce n'était pas des vidéos en 1974, quand la première ligne a été ouverte. C'était des panneaux éducatifs qui expliquaient qu'il fallait prendre les escalators à droite. Parce qu'à l'époque, c'est vrai que Séoul était une ville de migrants qui venaient de la campagne. Et donc, il fallait, en quelque sorte, c'est l'éducation urbaine, quelque part. Mais c'en est une autre. Il y en a tout un tas. Il y en a tout un tas, oui. La plupart, je les ai photographiés. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est... Bon, il y en a une, mais j'aimais bien regarder ce qu'ils regardaient. Entre le drama, la manga, les jeux. C'est la couleur des lignes. Elle est à la couleur de la ligne violette. C'est amusant, en voyant vos photos avec tous ces cheveux teints, c'est drôle, ça me fait penser à un proverbe, en Corée, traditionnellement, il y a ce qu'on appelle le Shinchepalbu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher à sa peau, ses cheveux, et voilà, sa peau et ses cheveux. Or, aujourd'hui, la chirurgie esthétique, voilà. Ben voilà. Avant-après. Vous en avez, voilà, avant-après. Et les cheveux sont sans cesse retravaillés. Enfin, oui. c'est intéressant ce que vous... Je crois qu'il y a un fil conducteur quand même là-dessus. Oui, dans oui. vos Mais photos. quand on voit dans la rue, et quand même, tous les 3 boutiques, il y a une boutique d'esthétique. Hein. L'esthétique est très, très importante. Hein. Ça, c'est la station Apgujeong, non? C'est pas... C'est la Beauty Belt, oui. Ce qu'on appelle la Beauty Belt, c'est-à-dire c'est un quartier de Séoul autour de la station de métro Apgujeong qui a une concentration de cliniques de chirurgie esthétique très 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 importante et qui est un pôle non seulement à Séoul mais aussi en Asie de tourisme pour la chirurgie esthétique. La Corée a une expertise dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de Chinois qui viennent en puce. Les Chinois, des Japonais, beaucoup. Bah, c'est toujours avant-après. Ça, c'est typique, là. Ouais. À Shinsadong, à Pudong. Donc, c'est ce quartier de ce qu'on appelle aujourd'hui la Beauty Belt coréenne.
dirait qu'elle sort d'une des affiches. Ben, c'est avant-après aussi, ça. Donc le menton pointu est très très important. Il y a des critères particuliers, Oui, un visage en forme de cœur. Et alors, oui, et puis quand j'y étais, ce qui était très à la mode, c'est que nous, on a un petit bourrelet en dessous de l'œil. Donc ce qui était à la mode, c'est de faire le bourrelet en dessous de l'œil. C'est une des opérations de chirurgie esthétique les plus pratiquées, ce qui s'appelle simplement le débridage des yeux, en fait. Hein. Et en plus, elle rajoute... Voilà, et c'est un geste chirurgical qui parfois n'est même pas considéré comme vraiment de la chirurgie esthétique. Et je pense que pour mieux comprendre la relation de la société coréenne contemporaine à la chirurgie esthétique, il faut comparer ça à ce que nous, on considère pour les dents, l'orthodontie. C'est-à-dire, aujourd'hui, la plupart des ados ont des appareils dentaires. Et en Corée, quand on passe son bac, souvent, les parents offrent, pour les filles notamment, une petite opération de débridage des yeux ou pour faire ce qu'ils appellent la double paupière à l'occidental. On a dit pas mal de choses sur le métro, maintenant on passe à la morte. Ah oui, Moi, j'ai juste quelque chose à dire, parce que vous avez bavardé comme des pommes. Mais simplement, je voulais vous demander, Françoise, là, on a il y a cette omniprésence de la publicité, et très habilement, vous avez photographié les passants à contre-jour, profitant évidemment du contre-jour, du rétroéclairage. Et dans certaines photos, on les voit complètement étrangers à cette publicité. Ça montrerait quand même qu'il peut y avoir une résistance ou... Résistance, je sais pas, mais je crois qu'à force, Une ils ne ignorance. regardent plus du tout. Ils ne regardent plus du tout. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont... Ils sont pas comme vous. C'est-à-dire que... Non, ils ne sont pas comme moi. Voilà. Oui. Oui. Mais oui, non, il n'y a pas de résistance, je pense qu'ils ne regardent plus du tout, quoi. Ça fait partie des meubles, comme on va dire. Parce que... elle reste assez longtemps, hein, ça ne change pas. Moi, la première fois, je suis restée à 1 mois et demi, presque 2 mois, en 2014. Eh bien, les pubs n'étaient pas changées, donc ça ne bouge pas beaucoup. Et puis, j'ai pas vu des gens se mettre le nez en regardant la pub. Non, je pense que ça fait partie des meubles. Comme dans le métro. Oui. Ben, nous, on ne regarde plus du tout, même alors. On la voit quand même. Oui, mais là, on la voit beaucoup plus. Parce que je vois qu'il y a des stations de métro maintenant à Paris où il n'y a même plus d'affiches. Sur les quais, il n'y a même plus d'affiches. Parce que ça ne marche pas très très bien. Je peux vous dire ça parce que pour la Maison européenne de la photographie, j'ai eu des photos dans le couloir. Et les gens de la RATP me disaient c'est mieux d'avoir des photos dans le couloir que d'avoir sur les quais. Parce que les gens regardent plus les photos dans le couloir que sur les quais. Dans le métro de Séoul, il y a même des publicités dans les wagons. Beaucoup de publicités dans les wagons. Ouais. Alors, moi, ce que j'ai vu, il y a un nouveau métro maintenant à Séoul, très rapide. Et alors là, j'ai été subjuguée parce que quand le métro marche, dans le tunnel, il y a une pub. Alors, il faut que soit calculé la vitesse du métro, enfin du wagon, avec la pub. Nous, on avait du Pont du Bonnet où il y avait, c'était peint. Mais là, maintenant, c'est des pubs qui sont dans les tunnels et qu'on voit en passant comme ça. Ils sont synchrones, quoi. Synchro, oui, oui. Mmh. Oui, alors là, ça, en fait, j'en avais entendu parler avant de partir. J'avais vu ça sur Internet. De l'apprentissage de la mort. C'est-à-dire qu'il y a des lieux, effectivement, où c'est pas gratuit, on paye, et qui vous amènent petit à petit. Alors, moi, j'ai été dans un endroit qui s'appelle un Helix Center, et donc, on arrive dans une salle de classe, et il y a un officiant qui vous parle des malheurs les malheurs de la terre,
et qui vous dit, chez vous, ça peut arriver aussi, parce que vous pouvez avoir une mère qui peut mourir. Donc on voit une vidéo avec une mère qui meurt à l'hôpital. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est à la seconde près, tout le monde pleure. Donc, et après, alors au départ, on leur fait leur portrait pour mettre après ce qu'on a vu au début, 2 petits rubans noirs pour la photo mortuaire. Alors on leur donne la photo mortuaire, on leur donne le vêtement blanc et jaune traditionnel, et on le fait monter dans une salle où il y a à peu près une 50aine de cercueils, et on leur demande de faire leur testament. Et après le testament, il faut dire exactement testament et les regrets par rapport aux parents, et on leur passe au micro pour qu'ils disent devant tout le monde. Et après, on leur demande de rentrer pendant 10 minutes dans le cercueil, on ferme le couvercle, et là, la lumière s'éteint et tout. C'est une espèce de lumière un peu bleue, avec des nuages, enfin une fumée bleue avec des lumières rouges, un peu comme un disco, hein, on va dire. Et la musique, c'est un peu une musique, ce qu'on appelait la musique musac avant, enfin une musique de spa, quoi. Et après, au bout de 10 minutes, on rouvre les couvercles. Et là, on leur dit, vous avez fait cette expérience de la mort, ça va vous servir. Et puis on leur demande de s'asseoir sur les couvercles. Moi, je raconte ce que j'ai vécu, hein. Sur les couvercles, et on leur dit, maintenant, fighting for the Korea. Et tout le monde lève le bras. Donc alors après suit un autre endroit, qui est le pont Mapo, qu'on appelle le pont de la vie. Et en fait, c'est un des ponts où beaucoup de Séouliens viennent se suicider. Alors la mairie, Valérie va vous expliquer beaucoup mieux que moi, mais la mairie a effectivement mis tout un système de rambardes comme ça, avec des phrases et des photos pour dire aux gens que c'était peut-être pas se suicider, parce que c'est un vrai problème, quoi. Il y en a pas mal. Donc il y a un commissariat. Il y a un commissariat qui, quand quelqu'un se jette, qui essaye de les sauver, mais c'est très profond, le courant est très fort à ce moment-là, et très violent. Donc, moi, je trouvais que c'était une continuité par rapport à l'apprentissage de la mort. Alors, je me suis fait traduire quand même quelques phrases. Alors, c'est des phrases, pour moi, enfin, qui avaient pas un impact extraordinaire. Je me suis dit, si jamais je me suicide, est-ce que ces phrases-là vont m'empêcher de me suicider ? J'étais avec plusieurs personnes qui étaient, notamment mon interprète qui est française, et elle me dit, elle non plus. Donc voilà, alors je pense que c'est intéressant de dire, parce que je pense que pour le coréen, il y a quand même oui. Moi, je reviens sur vous m'avez parlé de ces phrases, et vous m'aviez dit que c'était des phrases qui rattachaient à la vie, ou même un repas qu'on va manquer peut-être. C'est des phrases qui disent trivial. Demain le soleil va se lever. C'est en fait des phrases qui sont destinées à réconforter le candidat au suicide, effectivement, puisque le suicide est un vrai problème social en Corée. Donc c'est des petites phrases assez anodines, hein. Un moment, alors elles sont coupées vraisemblablement dans vos photos parce qu'il y avait des propositions, mais c'est demain, quand le soleil se lèvera, bon, hop, il va se passer quelque chose de, voilà, tu auras d'autres idées plus positives, je ne sais pas, c'est ou des choses qui redonnent confiance en soi. Donc ça, c'est tu es une personne chaleureuse, qui a un grand cœur, des choses comme ça, voilà. Moi, le premier sujet m'a rappelé un commentaire de Marguerite Duras, à laquelle vous ressemblez, je trouve. Merci. Par le talent, par l'Indochine aussi. Et qui disait à propos de Sardou, Sardou, jusqu'à 40 ans, il parlait tout le temps de la mort, et maintenant qu'il a passé les 40 ans, il fait comme tout le monde, il y va. Et là, j'ai trouvé que dans ce premier sujet, les gens qui apprenaient la mort sont apparemment encore très loin. C'est que des gens très jeunes. Oui. Ce ne sont pas les clients de la Colathèque. Non, pas du tout. Il y en avait. Non, ils n'y vont pas. Ouais. Non. Il y a des écoles qui envoient
Moi, j'en ai assisté à une où il y avait des enfants de 13 ans. Il y a des écoles qui envoient les enfants dans les Healing Center. Alors, les gens qui étaient là, parce que j'ai posé la question, grâce à l'interprète, il y avait un couple. Et le psychologue leur a dit, bon, votre couple, vous dites que votre couple va pas très très bien, et faites l'expérience de la mort. Donc, c'est conseillé par certains psychologues de faire cette expérience. Il y a aussi les parents qui disent tu devrais faire l'expérience aussi de la mort parce que tu es jeune, vous êtes un peu inconscient, vous devriez faire l'expérience. Donc, et qui payent pour que les jeunes aillent, pour que leurs enfants aillent. Parce que c'est pas donné quand même, hein, l'expérience. C'est peut-être une question pour Valérie. Ça n'est pas une injonction religieuse, il n'y a pas de... Pas du tout. C'est pas en même temps, toutes les écoles ne le font pas. C'est un cas, un petit peu le Healing Center, il n'y en a pas dans toutes les villes. C'est assez exceptionnel quand même. Et je pense que moi, j'aimerais en savoir plus sur quels sont les circuits, comment on arrive là finalement, etc. Mais ça dit quand même quelque chose de... Moi, je trouve ça... Enfin, de voir ce rituel... qui est quand même répété en groupe, il y a quand même quelque chose d'assez particulier. Alors, quand on avait discuté avant la séance d'aujourd'hui, Françoise disait, je pense que c'est l'angoisse de ces jeunes par rapport à la crise, par rapport au chômage, etc. Je crois qu'il y a peut-être, elle dit, c'est pas à cause de la situation peut-être coréenne, par rapport à la Corée du Nord, enfin cette situation de division. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de plus. Est-ce que ça ne serait pas comme le pont de la vie, une manière de les amener à ressusciter et d'apprécier la vie? Peut-être, mais je pense qu'il y a c'est un fait qui est assez isolé finalement, mais qui exprime quand même quelque chose qu'on retrouve aussi dans le taux de suicide très important en Corée, donc qui est lié aux contraintes sociales, à une société qui est quand même très dure et qui est aussi peut-être liée à une angoisse dont on ne parle jamais en Corée, qui est totalement ignorée. C'est cette situation effectivement de pays quand même divisés. Je crois que profondément il y a quelque chose qui est viscéral et qui touche finalement toutes les familles coréennes, et donc qui a en quelque sorte qui donne un rapport à la mort assez particulier. Bon, c'est mon interprétation après. Moi, pardon. Non. Et dans les familles, moi j'ai constaté quand même que les gens étaient très très angoissés. Angoissés parce que on perd le boulot, donc on perd l'appartement et la voiture. Moi, ça m'a frappé, hein, parce que quand on se balade dans les rues comme ça, pas vraiment, il y a une espèce de tout ce fatras. Mais par contre, dans les familles, moi, je me suis rendu compte que les gens étaient... Les femmes, par exemple, même les jeunes, moins les jeunes, mais les femmes, je les ai trouvées extrêmement angoissées. Et angoissées par rapport à ce que vous dites. C'est-à-dire que... la vie est quand même assez dure. Si on perd son boulot... Bon, après, on est dans une Corée qui est post-crise de 98 et effectivement, après une période de croissance de ce qu'on a appelé à tort, parce que ça s'explique, le miracle économique coréen, qui s'explique pour beaucoup de choses, dans beaucoup de raisons. Il y a eu effectivement la crise de 97-82, l'hiver 97-98 a été un choc terrible, avec beaucoup de gens qui se sont retrouvés au chômage, enfin qui a vraiment porté un coup à la société coréenne. Alors même si la Corée s'est remise quand même de cette crise, malgré tout, ça a provoqué quand même non seulement des disparités sociales, ça les a accrues, mais en plus une angoisse, l'angoisse du déclassement chez les classes moyennes, qui avaient profité effectivement du développement économique. Voilà, je crois qu'on peut-être c'est le moment d'avoir un petit temps un quart d'heure, 20 minutes, s'il y a des questions qui viennent de la salle. C'est une question qui avait été posée à Valérie et elle a laissé de côté l'absence de relation parlée entre le père et le fils dans les familles. Écoute, là encore, c'est difficile, tu vois, de généraliser. Merci Françoise.
Françoise Gède, qui est directrice de l'Observatoire d'architecture de la Chine contemporaine. L'absence de relation parlée entre le père et le fils, peut-être que c'était dans la famille que vous avez rencontré, Françoise ? Toutes les familles. Hein, moi là, les relations Beaucoup de intergénérationnelles en Corée, donc il y a cette notion qui est fondamentale, c'est la piété filiale. Hein. Donc la relation des parents aux enfants, elle est structurée par notamment cette relation-là. Les enfants doivent la reconnaissance et la piété filiale à leurs parents. Après, ce que vous décrivez, ce que vous avez dit dans vos photos, c'est finalement la partition. Le père n'est pas là, notamment dans la semaine, hein, et la femme est dans l'appartement. D'ailleurs, mon épouse en coréen peut se dire chipsaram, donc la personne de la maison, ou ane, la personne de l'intérieur. Hein, donc il y a une division traditionnellement des rôles, hein, entre l'homme qui est à l'extérieur et la femme qui est à l'intérieur. Parce que moi, j'ai remarqué que soit le père était là, donc là, ça allait à peu près, et soit le père arrivait, le père arrivait après, c'est-à-dire qu'il y avait la mère et le fils, et tout d'un coup, le père arrivait. Et je voyais la mère et le fils faire. Je l'ai vu plusieurs fois. Donc, effectivement, le fait d'avoir... Alors, ça dépend, peut-être que entre eux, ça n'allait pas terrible, mais quand même, moi, j'ai senti cette petite chose quand même. Alors, dans les couples très jeunes, non, que dans les couples très jeunes, ben là, c'est des bébés, donc on ne peut pas avoir de relation. Et je ne vais pas généraliser, mais quand même, il y en avait plusieurs. Et la famille, moi, j'ai habité chez un écrivain. Son fils, d'abord, moi je me disais, parce que j'ai habité pendant 3 semaines, donc je regardais les photos à l'intérieur. Et donc il n'y avait aucune photo du fils, il y avait des photos de sa fille. Et alors, justement, en parlant de photos de famille, il me semble que dans votre série sur la famille, il y a une photo en abîme qui est assez intéressante, où on voit quelqu'un, et puis derrière, la fameuse photo régulière, où il y a toute la famille qui se fait photographier. Mais voir des photos... après, on est dans un univers aujourd'hui de photos, mais je voulais revenir sur les relations, peut-être, du père et de la famille, ou entre hommes et femmes, en connectant avec la première série, La Colathèque, hein, où ce que vous avez dit tout à l'heure, les gens qu'on voit danser, qui vont à la Colathèque et qui passent leur après-midi, ces vieilles personnes au dancing, ils n'y vont pas en couple. Non, pas du tout. Enfin, en tout cas, ils n'y vont pas en couple marié. Non, ils vont pas avec... du tout. Voilà, alors lovers, comme il y en a qui sont, ils sont lovers. Hein. C'est pas simplement parce que ce sont des veufs ou des veuves, forcément. Non. Hein, c'est aussi parce que dans leur génération, effectivement, le mariage était systématiquement, à cette époque-là, arrangé. Et c'est un business, hein, des femmes coréennes d'ailleurs qui mettent en relation des jeunes filles et des jeunes hommes, hein, selon les catégories sociales. Donc, et jusqu'à y compris dans ma propre génération, c'est encore quelque chose qui est très important, le mariage arrangé. Donc ça explique aussi ensuite que l'idée de couple et d'amour romantique était différente jusqu'à une période. Ça, c'est des choses qui changent aujourd'hui, évidemment, mais qui, dans ce que vous avez, dans les séries que vous avez photographiées, notamment les familles de Kim Il-sung à Pateu ou de la Colathèque, effectivement, c'était des familles où des couples de mariage arrangés. Par contre, alors, quand il y a, ce qu'on disait, quand il y a un petit-fils et les grands-parents, et là, il y a une vraie relation affective. Il y avait un petit-fils qui, lui, qui avait les 3 générations. Le grand-père parlait un peu français, parce qu'il m'a récité des poèmes de Baudelaire, donc j'étais un peu étonné. Lui, il m'a raconté aussi la colonisation japonaise, parce qu'il avait 95 ans. Hein. Donc, et les relations entre les grands-parents et le jeune garçon qui avait 22 ans, qui était très, très affectif, très, très. Mais même se touchant. Mais souvent, pourquoi ? C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de système de garde en Corée. Donc, les grands-parents ont
gardé les enfants, se sont énormément occupés de leurs petits-enfants, d'une part, et puis dans les familles multigénérationnelles, ça c'était encore le cas jusqu'en les années 90, c'est quand même très fréquent d'avoir les grands-parents qui vivaient trois générations sous le même toit. Là, c'est encore des choses là qui évoluent vite aujourd'hui, mais... Donc les grands-parents avaient le temps de nouer effectivement une relation très forte avec les petits-enfants parce que tout simplement ils s'en occupaient. Il suffisait dans les années... quand j'ai commencé mes premiers terrains à Séoul au début des années 90, dans les terrains de jeu des apateux, des appartements, il y avait les grands-mères et puis les petits-enfants. Et puis les grands-mères, elles discutaient et elles surveillaient les gamins sur le terrain de jeu. Les grands-mères et les grands-pères d'ailleurs, c'était pas uniquement les femmes. Moi, l'ensemble de ce que vous nous avez projeté, qui me fait découvrir la Corée, parce que je n'y suis jamais allé, me fait penser un petit peu aux lettres persanes, où l'étranger explique l'éloignement culturel. Et en même temps, je constate quelque chose, c'est que on a l'impression que toute la société coréenne a un problème par rapport au temps ou cherche une solution. C'est-à-dire, par exemple, les personnes âgées qui vont s'habiller comme des gens qui ont 20 ou 30 ans de moins qu'eux pour paraître plus jeunes, les ados qui vont vers une culture presque puérile, avec des nounours, et en même temps font l'expérience de la mort qui, en principe, est au-delà de la Colatec. Donc j'ai l'impression que... Est-ce que vous n'étiez pas un petit peu désorienté dans ce rapport au temps et cet ancrage dans la vie et dans les âges de la vie, en fait? Je dois dire qu'au début, que ce soit l'apprentissage de la mort, que ce soit le Link Center, que ce soit les Colatec, moi j'étais frappée parce que j'ai connu ça nulle part, dans aucune autre société. Au Japon, j'ai pas vu ça. Donc, disons que je me suis laissé... j'ai été attirée par ces choses-là et que, bon, maintenant il y a un recul et tout. Évidemment, j'ai quand même parlé avec des gens qui connaissent très bien la culture coréenne et tout, plus l'histoire et tout, parce que quand on relit l'histoire aussi de la Corée, c'est très important, parce que l'histoire, qui est une histoire assez dramatique, et donc ça me... Finalement, cette histoire dramatique de la Corée, je parle, au moins si je reprends de la colonisation japonaise, hein, pour moi, ça m'expliquait assez cette espèce de vitesse, de modernisation et de parfois ces douleurs et ces chocs visuels que j'ai eus. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, très émouvant. Moi, ça m'évoque deux choses. D'une part, la question d'Hervé sur le temps. J'aurais envie de le connecter à ce qui a été analysé par des sociologues coréens, d'ailleurs, sous la forme de l'idée de compressed modernity, c'est-à-dire que voilà, il y a une sorte d'accélération dans la transformation de la Corée depuis les années 40, ou juste après la guerre de Corée, au début des années 50, 1953 jusqu'à la fin des années 80. Donc une transformation de la société globalement en 2 générations, le passage d'une société rurale et agraire à une société urbaine et industrielle. Même si effectivement cette transformation, elle prend ses racines antérieurement, notamment pendant la période coloniale, entre 1910 et 1945, mais même un petit peu avant, où il y a eu une période qui s'appelait le Grand Empire des Han, de 1895 à 1910, où les institutions avaient changé, où l'État a, en quelque sorte, posé les socles de cette transformation, de cette modernisation. Mais dans les faits qu'il y a eu, et à cause de la colonisation et de la guerre, on a eu l'impression, en tout cas, il y a eu comme une sorte d'accélération du temps. Donc c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était ce que vous disiez ensuite, Françoise, sur... Non, ben voilà. J'ai pas de deuxième point. Ah bon,
propos de la transformation alors, physique, ce qui est étonnant. Non, à propos de l'histoire tragique de la Corée, voilà, ça me revient. C'est que ça a été analysé par là encore un historien connu de la Corée comme du nationalisme victimaire. C'est-à-dire la Corée se perçoit aussi comme une nation qui a subi des invasions, les agressions des empires, etc., la colonisation, la guerre, et donc ce nationalisme est un nationalisme qui est qualifié donc, de victimhood nationalism, donc un nationalisme victimaire. Donc ce grand récit, l'idée de la pauvre Corée et de cette histoire tragique, elle fait partie du récit national. Françoise, est-ce que vous avez entendu des Coréens de Séoul, enfin de la Corée du Sud, parler de la Corée du Nord et en quels termes Quand j'ai demandé aux jeunes, d'abord la plupart des jeunes à qui je demandais la date de la guerre, ils ne savaient plus. Donc oui. Et je parle pas que des K-pop. Hein. Et par contre, la génération des gens qui ont, on va dire, des gens qui ont 40 ans, bon, les anciens, bien sûr, mais les gens 40 ans, parce que j'ai photographié justement dans une famille, lui était éditeur, et lui, la séparation entre le Nord et le Sud est extrêmement douloureuse. Donc j'ai rencontré plusieurs personnes, effectivement, et notamment dans les familles, qui disaient que la séparation, c'était une vraie douleur, mais presque une douleur physique. C'est presque une douleur physique, quoi. Et il dit, je ne sais pas si avant de mourir, je verrai la réunification. Donc, c'est une plaie, quoi. C'est une plaie. C'est une véritable plaie. Vous pensez que c'est vécu comme la partition d'Allemagne entre l'Est et l'Ouest? Et les familles ont été coupées? Ah bah oui. Oui. Le directeur, on parle de 10 millions de familles séparées, donc autrement dit, c'est incalculable en fait. Hein, c'est-à-dire que c'est effectivement une... D'abord, il n'y a pas eu simplement la partition, en réalité. Le problème, c'est qu'il y a eu la partition qui a été une période assez longue, en fait. C'est difficile de dater. Il y a donc fin de la colonisation, 1945, avec quand même 2 zones de désarmement. L'une au sud, contrôlée par les Américains, l'une au nord par les Soviétiques. Donc là, même si la Corée n'était pas divisée, elle était censée retrouver son indépendance de manière unifiée. Il y avait déjà une division qui était en germe. Et ensuite, la déclaration, enfin la création des 2 pays, Corée du Nord, enfin République populaire démocratique de Corée au nord, et puis République de Corée au sud. Donc c'est 48. Et puis ensuite, il n'y a pas eu simplement cette partition, il y a eu la guerre. C'est-à-dire que ces 2 pays se sont quand même déchirés, avec une guerre qui a été une guerre aussi de mouvement, donc qui a traversé l'ensemble du territoire. Ça n'a pas été simplement une guerre de position. Entre 1950 et la fin de l'année 51, voilà, le front a traversé la Corée. Donc c'est vrai que c'est plus que simplement une partition, c'est aussi une guerre fratricide et qui a en effet atteint beaucoup de familles. Alors, pendant très longtemps, on n'en parlait pas. D'ailleurs, on ne parlait pas les familles qui venaient du Nord. Il y a eu toute une période entre 1945 finalement et 1948, 1950 même, de passage de gens qui sont passés du Sud au Nord ou du Nord au Sud. Et ces familles en Corée du Sud qui sont arrivées en Corée du Sud avant le début de la guerre de Corée, on les appelle les Ibu Chulsin, donc les familles originaires du côté nord, ne parlaient pas de leur origine. Hein. C'était un petit peu discriminant, on va dire. Depuis quelques années, depuis dizaines d'années, ce sont des sujets qui sont beaucoup plus... qui émergent. Il y a un très beau... il y a des livres là qui paraissent aujourd'hui avec des vraies enquêtes sur ces familles séparées, etc. Donc, et on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui a touché le corps social de la Corée du Sud et donc vraisemblablement de la Corée du Nord de manière beaucoup plus profonde qu'on peut l'imaginer. On a envie de vous voir y aller en Corée du Nord. Ah moi j'aimerais bien, oui.
va peut-être se faire. Il y a des photos extraordinaires, non? Enfin, là, un autre étonnement, un autre extrême. Oui, j'en sais rien. Valérie, vous y avez été, mais oui, bien sûr, le régime. Mais bon, c'est quand même des Coréens aussi, hein, des deux En Corée côtés. du Nord, c'est difficile de sortir de certains types de photos. Oui, je sais pas, je serais curieuse effectivement de. Oui. Prochaine fois, on vous emmène. Oui, mais je pense que c'est en train d'évoluer. Je pense que c'est en train d'évoluer Oui, de toute façon. Il faut lire le dernier ouvrage de Philippe Ponce, là, qui vient de sortir, Corée du Nord, un État guérilla en mutation. Oui. Voilà. Et alors, ce que je voulais dire, c'est que dans l'école-attaque, j'ai pas mal parlé, parce que c'est la génération, et je leur disais, mais vous étiez où au moment de la guerre ou avant la guerre? Et alors, il y en a un, moi, ça m'a frappé, il m'a raconté qu'avec sa mère, qu'ils ont passé leur temps à descendre du Nord jusqu'à Busan, hein, parce que les communistes étaient arrivés pratiquement jusqu'à Busan, c'est-à-dire au sud de la Corée. Et les Américains donc ont remonté. Mais effectivement, il y a eu des mouvements comme ça de gens, de réfugiés qui ont passé du Nord au Sud, qui sont passés au Nord, etc. Et là, dans la Colathèque aussi, il y en a certains qui me racontaient ça. Et même le directeur du musée de l'histoire de la ville de Séoul, M. Kang, il est du Nord. Hein. Il est né au Nord. Et là, c'est assez passionnant de les entendre parler, parce que c'est là le cœur de la séparation, là. Le cœur douloureux, quoi. Et il y a encore aujourd'hui, plus pour si longtemps que ça, des témoins, des personnes qui ont traversé la frontière. Effectivement, comme M. Kang, qu'il a traversé sur le dos de sa maman. Mais il était enfant, mais il y a encore ces personnes qui ont fait la traversée physique de cette frontière qui aujourd'hui est infranchissable quasi pour les Sud-Coréens. Il y a peut-être d'autres questions, donc alors il faut arrêter. Vous allez souvent en Corée et vous y étiez dans les années 80 et du coup là vous nous avez dit ces images très spécifiques qui étaient attachées à la Corée des années 2015-16. Et c'était lesquelles pour les années 80 qui étaient très spécifiques? En 82, moi j'ai fait des photos en 82, je suis resté un peu plus d'un mois. Ces photos en noir et blanc que j'ai fait, j'ai pas reconnu. Hein. C'était, j'aime pas beaucoup cette expression, mais c'est une ville du tiers-monde en 82. C'était, j'ai reconnu peut-être le quartier de Jongno, mais bon, il y avait des highways qui commençaient, mais autrement, il y avait pratiquement pas d'immeubles comme on voit maintenant. Et puis surtout, c'est surtout le look des gens aussi, et les enfants. Parce que moi j'ai une série de photos d'enfants où il n'y a plus de dents. Et ça c'est pas le cas de maintenant. Hein. Donc ça, c'est très net qu'il y a une énorme différence. Je les ai montrés au musée. Il y a une énorme différence entre l'état de Séoul à l'époque et l'état de Séoul. Moi, j'ai pas reconnu la même ville. Hein. À part peut-être le quartier de Jongno dans certaines petites rues, mais pas du tout. Hein. Les années 80 sont vraiment un tournant. Il y a le tournant olympique, déjà en 1988, qui a été vraiment un moment totalement un moment clé. Il y a cette décennie-là où la société coréenne est devenue riche finalement après. Et puis dans la les dictature, années 90. parce que et puis c'était une période où il y avait des checkpoints partout, et il y avait le couvre-feu à 10h du soir, et des checkpoints partout. Et il y avait une autre chose qui m'a étonné, c'est qu'une fois par semaine, il y avait des sirènes, et tout le monde devait s'arrêter. On sortait de la voiture, on allait dans les immeubles, et c'était au cas où de s'exercer si la Corée tous les du Nord... mercredis matins, tous les mercredis matins, il y avait un entraînement à l'attaque aérienne, donc il fallait toutes affaires cessantes aller se précipiter dans le métro. Moi j'ai encore connu ça donc dans les début des années 90, mais ça a disparu très vite. Et alors j'ai des photos aussi, c'est sur les plages, ils avaient des petits monticules de pierre comme ça, comme des petites pyramides, et sur toutes les plages, avec tous les 500 mètres, il y avait un mirador. Et donc on voyait si jamais les Coréens du Nord étaient arrivés, parce que si on avait dérangé les petites pierres. Ça, j'ai les photos, ça n'existe plus, ça. C'était un espèce de land art, comme ça. Mais c'était pour surveiller ce qui s'était passé dans la nuit, au cas où ça aurait été envahi.
Moi, je dois dire que le premier voyage que j'ai fait en 2014, en dehors de 82, je m'étais dit, est-ce que je reviens? Bon, effectivement, j'avais le Healing Center, mais j'avais des refus pour la Colatec. Je me suis demandé si ça valait le coup que je revienne. Et plus j'y allais, finalement, j'y suis revenu 2 autres fois. Et effectivement, petit à petit, c'est un pays où je suis assez attachée. Et bon, je ne suis pas attachée à tous les pays, hein, j'ai pas mal voyagé. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'histoire de la Corée, de l'histoire contemporaine. C'est pas forcément les choses ludiques, hein, mais c'est vrai que j'ai eu des contacts avec les gens, et notamment dans les Colatec ou même dans les familles, qui ont été assez formidables, quoi. Vous êtes prise par ce qu'on appelle le jong, c'est-à-dire Oui. l'attachement. Oui. C'est un sentiment d'attachement qui peut décrire un attachement amical ou l'attachement familial. Donc c'est ça. Je crois que c'est un joli mot de la fin pour l'affection qu'on peut avoir pour ce pays. Je suis ravie que ce soit donné par les photos de Françoise Huguier. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Hervé, vous aviez un mot? Juste, je voulais conforter, je connais bien le travail de Françoise, et elle a beau voyager, je crois que le voyage qu'elle fait passionnément, c'est le voyage auprès des gens, que ce soit les Africains, les Coréens, et même je peux témoigner que lorsqu'elle est commissaire d'événements, comme par exemple Photoquai, elle est allée visiter tous les photographes dont elle s'occupait, elle les a fait venir chez elle les suit toujours, et c'est vraiment quelqu'un qui est aussi grand que le monde. Hein. Formidable. Je vais préciser par rapport au rapport entre le père et le fils, je vous rassure, au Mali, c'est comme ça. Si vous voyez le film de Souleymane Cissé qui s'appelle Yélé, vous verrez que dans son film, les rapports... Moi, je connais bien le Mali, et les rapports entre le fils et le père, c'est terrifiant. Donc, c'est quelque chose que j'ai pratiqué ailleurs, pas pratiqué, mais ce rapport entre père et fils, et notamment l'aîné de la famille. Ouais, mon fils aîné. Encore merci.